Kamala! Thank you. We will make America powerful again. Because I believe everyone has a right to safety, to dignity. Bonjour, je suis Alexis Buisson, correspondant du journal La Croix à New York. Jusqu'à l'investiture de Donald Trump, le 20 janvier, retrouvez 3 épisodes bonus du podcast C'est ça l'Amérique, les élections américaines racontées par des experts qui vivent aux États-Unis. C'est ça l'Amérique, un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. Bless you and may God bless the United States of America. Thank you all. Do you have a pickup here? I truly, I live in a neighborhood. Je dois le reconnaître, je n'ai pas beaucoup entendu parler d'Europe ou d'Ukraine dans la bouche d'électeurs républicains pendant la campagne. Il faut dire que la politique étrangère n'est traditionnellement pas un sujet de préoccupation majeur pour l'électorat américain. L'une des seules fois où Ukraine a été prononcée par l'un de mes interlocuteurs, c'était en octobre 2024 dans le bureau du Parti républicain du comté de Racine, dans le sud du Wisconsin. Je discutais alors avec Brandon Nix, un volontaire qui m'a expliqué pourquoi il pensait que l'élection de Donald Trump était dans l'intérêt des Européens. On l'écoute. Vous savez, je pense qu'il va nommer un gouvernement phénoménal. Il va faire de bons choix en termes de nomination de ministres et d'autres responsables au sein de l'administration. Il va s'occuper du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Ils vont régler ça autour d'une table, avec un cigare, comme dans le bon vieux temps, et trouver une solution. Et tout va bien se passer. Les États-Unis sont les leaders. Nous sommes les grands frères de toutes les nations. Nous sommes les protecteurs. On ne peut pas se permettre d'avoir un leadership mou, car cela rendra des pays alliés comme le vôtre vulnérables. C'est dans votre intérêt d'avoir un président américain comme Trump, car cela signifie que des pays comme la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, la Pologne, la République tchèque, l'Ukraine et les autres nations européennes seront protégées. Entre le conflit en Ukraine que Donald Trump a promis de régler en 24 heures, probablement dans un sens favorable à la Russie, ou le spectre de nouvelles barrières tarifaires sur les importations, les dirigeants européens ne voient pas d'un bon œil le retour du républicain au pouvoir. Qu'est-ce que cette nouvelle présidence signifie pour le vieux continent ? Je me suis rendu à Washington pour rencontrer Ramayad. Personnalité connue des Français, elle a été secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Installée aux États-Unis depuis 2018, elle est la directrice Afrique du think tank américain Atlantic Council et l'auteur des Leçons d'Amérique, Nation et Puissance, sorti en octobre 2024 aux éditions de l'Harmattan. Bonjour Ramayad. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici à Washington, à l'Atlantic Council. Alors on n'est pas très loin de la Maison-Blanche où Donald Trump va se réinstaller le 20 janvier. Est-ce que dans le domaine des relations internationales, dans les relations avec l'Europe, est-ce que le Donald Trump qui va reprendre le pouvoir le 20 janvier 2025 sera très différent finalement du Donald Trump du 20 janvier 2017 ? Je pense que oui, très différent. D'abord parce que il est mieux préparé. L'élection de 2016 était une surprise, même pour lui. Ensuite, il a eu le temps de faire campagne pendant 4 ans, puisque dès 2020, quand il contestait le résultat, il avait démarré sa campagne électorale. Et puis, il est différent aussi parce qu'il a su tirer les enseignements de son premier mandat. La période de transition démontre que les nominations qu'il est en train d'effectuer sont des nominations de loyalistes. Comme s'il veut se préserver des mauvaises surprises, entre guillemets, précédentes. On a vu les adultes in the room de l'époque, les adultes dans la pièce de la première présidence, aujourd'hui se désolidariser de lui, y compris Mike Pence. Donc, il choisit des gens sur le thème de la loyauté. Qu'est-ce que ça veut dire pour les Européens, pour les Français en particulier ? Parce que son discours sur les relations étrangères, finalement, a peu changé. Il parle toujours de l'Amérique d'abord, etc. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce nouveau Trump pour eux ? Ils sont un peu, disons, circonspects. Ils sont très craintifs, attentistes. Et on parle beaucoup, effectivement, de 3 sujets qu'ils mettent en avant pour exprimer cette crainte. D'abord, l'OTAN. Donald Trump répète et continue de répéter dans cette période de transition qu'il fera payer les Européens davantage.
Sinon, les États-Unis n'ont pas de raison de rester. Deuxième élément de crainte pour l'Europe, c'est évidemment la paix en Ukraine, celle que souhaite Donald Trump, paix au détriment de Kiev. C'est la grande crainte des Européens, parce que si la paix équivaut à capitulation et alignement sur les positions russes, ce n'est pas forcément cette paix-là qui assurera l'architecture de sécurité européenne le mieux. Et troisième élément de crainte, c'est évidemment les droits de douane sur le plan économique, puisqu'il a annoncé une augmentation, on a parlé de 10% des droits de douane vis-à-vis des produits européens et canadiens, encore plus chinois. Bon, mais en tout cas, les Européens, oui. Voilà les trois objets de crainte qui s'expriment aujourd'hui vis-à-vis de Trump. Sur l'Ukraine, il a dit qu'il mettrait un terme à ce conflit en 24 heures. Est-ce qu'il en a les moyens et si oui, quels sont ces moyens? Il n'a jamais vraiment explicité les conditions de cette paix. C'est un isolationniste, hein. C'est un homme qui est en phase avec le réflexe isolationniste aussi des Américains, qui se demandent toujours pourquoi leurs impôts doivent financer des guerres extérieures et pourquoi les boys doivent mourir, même si ce n'est pas le cas pour l'Ukraine, il n'y a pas de soldats américains au front, mais il y a de cela dans cette tentation isolationniste. Maintenant, quelle sera la nature de cette paix? C'est la grande question qui est posée. Suppose-t-elle un gel des positions actuelles et donc la perte définitive de la Crimée et des oblasts, des 4 oblasts? Quelles conséquences sur l'architecture de sécurité européenne, plus largement? Mais ce sont autant de questions qui sont ouvertes et qui font craindre aux Européens que cette paix se fasse à leur détriment et au profit des Russes. Quels sont les moyens d'action des Européens pour essayer de l'influencer, pour essayer effectivement de l'amener dans une configuration de paix qui pourrait servir leurs intérêts? Est-ce que vous en voyez aujourd'hui? Ce qui me frappe depuis Washington, c'est l'impréparation des Européens aux grands chocs géopolitiques. Parmi ces grands chocs géopolitiques, il y a effectivement l'élection de Donald Trump. Il y a toujours des conséquences d'une paix non concertée sur l'Ukraine, une escalade encore plus forte, si c'est possible, sur la crise au Moyen-Orient, et des éléments de fausses surprises, comme par exemple comment réagiraient les Européens à une invasion par la Chine de Taïwan. Qu'est-ce qui se passerait si, si l'Iran s'effondrait en écho à ce qui se passe en Syrie? On voit des mouvements militaires permanents d'Israël par rapport à ses voisins. Donc, tous ces éléments conduiraient à des crises géopolitiques majeures. Et ce qui frappe, c'est une Europe plutôt attentiste. Et je pense que l'Europe ne devrait pas être attentiste, parce que lorsqu'on parle ici avec nos interlocuteurs américains, au-delà même des candidats aux élections qui se sont exprimés ces derniers mois, il y a un besoin d'Europe. Il y a un besoin d'entendre ce que les Européens veulent. Et au-delà de ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils mettent sur la table comme proposition? Parce qu'en l'absence de propositions claires, eh bien, ils subissent les circonstances et les événements. Et ça, c'est dommage. Ce qui n'aide pas, c'est évidemment le fait que les grandes Europes sont affaiblies, que ce soit la France qui n'a pas de gouvernement depuis 6 mois, l'Allemagne qui n'en a pas non plus vraiment, puisqu'on transitionne vers une élection très risquée pour février 2025. Et puis, même si elle ne fait pas partie de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, avec un Steinmeier qui vient d'arriver et qui est déjà fortement affaibli, avec des démissions, des polémiques, bon, sans parler effectivement de la situation économique sur le plan européen. Donc, cet affaiblissement de l'Europe est quelque chose de gravissime sur le plan géopolitique et pour la sécurité de l'Europe. À un moment absolument crucial, avec des dangers de toutes parts. Et du coup, un Donald Trump plus fort que jamais. La configuration politique en Europe a aussi changé et modifié par la montée des populismes. Pas seulement Viktor Orban, qui a beaucoup soutenu pour la Hongrie le candidat Trump, mais les mouvements populistes sont partout. À la suite des élections européennes, le paysage a changé. L'extrême droite, 3e force politique au Parlement européen, ça change l'ambiance et ça donne des points d'appui à Donald Trump qui pourra en jouer pour obtenir des Européens ce qu'il voudra. Tout en sachant que les États-Unis et l'Europe sont supposés être des alliés. Mais l'alliance n'empêche pas la défense de sa propre souveraineté. Et c'est le choix qu'ont fait les États-Unis
Les Européens ne l'ont pas fait à cause de ces divisions. Et on le voit d'ailleurs même au niveau de la Commission européenne avec le voyage de Madame van der Leyen en Amérique latine pour célébrer un accord sur le Mercosur qui, je veux dire, sans les États. Voilà, se serait-elle permise une telle embardée si les États européens, ou plutôt les chefs d'État européens, avaient réellement le pouvoir dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. Tout cela n'est pas ignoré de Washington, tout cela n'est pas ignoré de l'équipe Trump qui est en train de se mettre en place, tout cela n'est pas ignoré d'Israël, de l'Ukraine et de la Russie. Et c'est pour cela que la période que nous vivons est une période de vérité pour les Européens, et sur tous les plans, militaires, économiques, géopolitiques. On a l'impression qu'on entendait déjà ce discours du moment de vérité en 2017. Vous avez le sentiment que pendant la présidence Biden, finalement, les Européens se sont un peu endormis en quelque sorte et n'ont pas nécessairement fait ce travail de réflexion ou de devenir plus autonomes vis-à-vis de la puissance américaine? Ils ont beaucoup parlé d'autonomie stratégique, mais ils ont été surpris par la guerre en Ukraine, qui a rabattu les cartes. Et rappelez-vous, l'autonomie stratégique s'accompagnait de tout un discours du président Macron sur la mort de l'OTAN, ça en était fini. Et la guerre en Ukraine a remis l'OTAN au cœur de l'Europe et à travers elle, évidemment, les États-Unis. Et ça a rabattu les cartes. La crise énergétique également. La Russie, en n'approvisionnant plus l'Europe du fait des sanctions, cela a aussi conduit à affaiblir l'Europe sur le plan énergétique. On a vu l'envolée des prix avec des conséquences politiques dont ont joué les extrêmes, expliquant le paysage final qu'on a au niveau du Parlement européen. Et l'affaiblissement des partis au pouvoir. Scholz, Macron, Steinmeier. Voilà où nous en sommes. Tout ça est lié, la boucle est bouclée. Donc, comment sortir de là ? Écoutez, chaque pays, chacun de ces pays, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, par exemple, on ne parle même plus de moteur franco-allemand, vous avez remarqué, doivent assainir leur situation intérieure, politiquement parlant, pour pouvoir parler d'une voix forte et coordonnée sur le plan international. Vous pensez que l'élection de Donald Trump ici peut renforcer justement l'extrême droite en Europe? On a vu des stratégies, notamment en France, s'ajuster à la nouvelle donne géopolitique et à l'élection de Donald Trump. Mais c'est assez paradoxal que finalement les populistes qui se disent souverainistes s'en remettent aux États-Unis. Je veux dire, la grande leçon de la période que nous vivons, c'est l'importance, de mon point de vue, d'une affirmation souverainiste. Et ce n'est pas que une volonté des États-Unis. C'est un phénomène général qui s'exprime par, je crois, les dangers de l'heure. Voilà, de Taïwan à Kiev, à Gaza, les dangers incitent à une certaine forme de repli, mais il y a une forme de modernité dans ce repli-là. Et le dire ne fait pas de moi, enfin, je ne suis pas suspecte d'être quelqu'un d'extrémiste ou de populiste, mais ce souverainisme s'est exprimé même sous Biden. Le quadruplement des droits de douane sur les véhicules électriques chinois, ça s'est fait cette année sous Biden. Les plans CHIPS, IRA, Bill, c'est sous Biden. C'est quoi ? C'est 2000 milliards de dollars investis dans l'économie américaine sur 1 ou 2 votes, avec la création d'infrastructures dans tout le pays, des hubs technologiques dans tout le pays. Donc ce n'est pas simplement des droits de douane et la fermeture de frontières. C'est aussi des investissements sur les technologies, sur l'énergie propre. Donc il y a une incroyable modernité dans ça. Le Texas, on se rappelle tous Dallas, la série, le pétrole, etc. Ok, premier État pétrolier des États-Unis, mais aussi premier État en matière d'énergie renouvelable. Donc c'est ça que les Européens doivent comprendre. Mais tant qu'on ne modifiera pas les traités européens, eh bien, vous ne pourrez pas avoir de véritable politique industrielle en Europe. Vous expliquez d'ailleurs dans votre livre que certes le monde se désoccidentalise, mais il n'est pas tout à fait post-américain, notamment parce qu'il y a cette innovation qui se produit encore ici et les États-Unis sont incontournables dans beaucoup de domaines, pas simplement la technologie, mais aussi la diplomatie, l'armée, etc.
Oui, et puis la conquête spatiale, c'est reparti. Ce n'est pas anodin que ce soit finalement un duo qui était élu à la tête des États-Unis, à savoir Donald Trump et Elon Musk. Le premier trillionnaire de l'humanité, je ne sais même pas combien de zéros il y a là-dedans, qui a la concurrence en matière spatiale est très symptomatique de l'affaiblissement européen et du retour de l'innovation américaine, puisque là-dessus, je veux dire, la concurrence est rude avec les Chinois, mais pas qu'avec les Chinois. J'écrivais encore hier un article sur l'Afrique qui rentre dans la conquête spatiale. Donc, tout ceci est absolument incroyable, et quand on pense à l'époque pas si lointaine où l'Europe avec Ariane Space, tout ça faisait les beaux jours de la question spatiale, ça dit quelque chose. Donc je pense vraiment que c'est une question existentielle pour l'Europe, d'arrêter finalement de se replier sur elle-même et de se mettre des chaînes aux pieds, et finalement de s'en libérer pour s'engager définitivement dans la course à l'innovation. Parce que ce n'est pas juste de la performance technologique. Derrière, il s'agit d'assurer l'avenir économique et la paix civile. Parce que derrière, c'est les classes moyennes et les classes populaires. La réindustrialisation, c'est ça qui est derrière. Et c'est le lien que fait Trump, en fait, entre... On a beaucoup parlé des États clés, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Qu'est-ce qui se jouait là? C'est le retour de l'emploi. C'est la compétitivité américaine. C'est ça. Donald Trump est resté flou sur la façon dont il résoudrait le conflit russo-ukrainien en un jour, mais il l'est moins sur les droits de douane qu'il entend mettre au cœur de sa politique commerciale. Pendant la campagne, il a parlé de frapper les exportations chinoises vers les États-Unis d'une taxe de 60% et de 25% pour les voisins canadiens et mexicains s'ils ne luttaient pas davantage contre les trafiquants de drogue et l'immigration clandestine. Il a aussi parlé d'instaurer des taxes de 10 à 20% sur toutes les importations, ce qui comprend celles qui proviennent de l'Union européenne. Une telle décision, qu'un président américain peut prendre de manière unilatérale, sans l'appui du Congrès, aurait des conséquences négatives pour l'économie du vieux continent au moment où celle-ci est à la peine. En effet, les États-Unis représentent le principal partenaire commercial de l'Europe avec 500 milliards de dollars d'exportation en 2023. Pendant la campagne, Donald Trump s'en est pris tout particulièrement aux automobiles allemandes et aux produits agricoles, pour lesquels les barrières tarifaires à l'entrée des États-Unis ne sont pas assez élevées à son goût. And we will make America great again. Thank you very much. God bless you all. Thank you. Sur la question des droits de douane, qui fait partie effectivement des inquiétudes européennes que vous avez citées, est-ce qu'il faut prendre Donald Trump au sérieux quand il dit qu'il va imposer jusqu'à 20% de droits de douane supplémentaires sur tous les produits venant du reste du monde aux États-Unis? Ou est-ce que c'est une déclaration de campagne? On sait ici aussi qu'aux États-Unis, il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'une telle mesure augmenterait le prix des produits pour les consommateurs, etc. Donc à quel point est-ce qu'il faut le prendre au sérieux sur cette proposition-là, à votre sens? J'ai tendance à penser que Donald Trump, il faut toujours le prendre au sérieux et au mot. Il avait dit qu'il se retirerait des engagements de Paris, ce qui avait semblé une aberration, vu les enjeux élevés en matière climatique. Il l'a fait. Et il l'a redit. Ensuite, il sait que son cœur électoral est uni par la question du portefeuille, du coût de la vie. Donc, il va bien falloir trouver des solutions par rapport à ça. Et je pense qu'il trouvera le moyen, si c'est pas par les droits de douane, de tenir cet engagement. Je ne dis pas qu'il va y parvenir, mais en tout cas, il déploiera les moyens nécessaires, y compris le acheter local, qui vient normalement avec des mesures de droits de douane. Et on voit que le Mexique n'a pas l'intention de se laisser faire et menace d'appliquer aussi des droits de douane et donc d'engager la guerre commerciale. Ce rapport de force dira beaucoup de ce que Trump est capable d'accepter. Et quand la présidente de Mexique a protesté, il a légèrement reculé. Mais va-t-il renoncer à ses engagements? Faut pas oublier qu'il y a des midterms qui arrivent au bout de 2 ans. Ça va très vite aux États-Unis.
Donc la sanction retombera s'il ne tient pas parole. Votre sentiment, c'est que il faut être dans un rapport de force avec Donald Trump sur cette question-là en tant qu'Européen, ou est-ce qu'il faut être plutôt dans la flatterie? On avait vu pendant son premier mandat Emmanuel Macron sur d'autres sujets, le recevoir pour le défilé du 14 juillet, dîner au Jules Verne à la Tour Eiffel. Et on a vu d'autres leaders essayer de flatter un peu son ego. Comment il faut finalement l'aborder cette fois-ci, Donald Trump? Moi, depuis mon passage au gouvernement sous la présidence de Nicolas Sarkozy, où j'étais en charge d'un sujet pas simple, qui était les affaires étrangères et les droits de l'homme, je peux vous dire que avec ce qu'on appelle les hommes forts, la flatterie ne fonctionne pas. Voilà, il faut être réaliste. La géopolitique, les États sont des monstres froids. On est alliés jusqu'à ce que vos intérêts stratégiques et vitaux sont en cause. Donc, je pense que il ne faut pas craindre la France, pas n'importe quel pays. Malgré tout ce qu'on dit, moi, je vois bien ici à Washington que la France est un pays qui est respecté. Il ne s'agit même pas du président Macron ou quoi. Il s'agit juste de la France éternelle, ce qu'elle représente. Eh bien, ça continue de faire référence. Et il y a toujours une légère déception lorsqu'on ne tient pas le rang. Voilà. Et il y a une attente, par exemple, de France. On l'a vu avec Notre-Dame. Vous voyez, on a beau être pendant 6 mois, pas de gouvernement, le président affaibli, on a perdu les élections européennes, législatives anticipées. Le monde se précipite quand même pour être là. Voilà. Merci beaucoup, Ramaya. Le président élu, Donald Trump, a effectué son premier déplacement à l'étranger en Europe. C'était en France, à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame en décembre 2024. En marge de l'événement, il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'Élysée, à l'invitation d'Emmanuel Macron. Pendant leur entretien, il a déclaré qu'il n'était pas favorable à ce que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, mais a dit qu'il voulait qu'une Kiev forte émerge du conflit, selon le Wall Street Journal. Le lendemain, sur son réseau social Truth Social, il a appelé, je cite, à un cessez-le-feu immédiat et au démarrage des négociations. Pour sa part, le gouvernement Biden a continué à soutenir l'Ukraine jusqu'au bout. Le 12 décembre, il a annoncé un paquet de 500 millions de dollars d'équipements militaires pour son allié. C'est la fin de cet épisode bonus de C'est ça l'Amérique. Un grand merci de l'avoir suivi. C'est ça l'Amérique, un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. I promise to be a president for all Americans. You can always trust me to put country above party and self.